Le jour où une intelligence artificielle prend sa première décision autonome, à la nanoseconde suivante, elle a pris 50 milliards de décisions et c'est parti. Quand on aura traité le cas où effectivement l'humanoïde va déplacer la poubelle à droite et va accrocher quelqu'un, quand on aura traité ça et que ce sera légiféré, je pense que on va les voir arriver. Donc on n'est plus en train de se demander si ça va arriver, mais quand ? Je suis peut-être sans doute un peu naïf, mais l'objectif est quand même d'améliorer le quotidien et de se décharger d'une série de tâches qui sont peut-être redondantes, rébarbatives, et de consacrer, je vais dire, le temps cerveau de l'intelligence humaine que les intelligences artificielles n'arriveront pas, demain en tout cas, à moyen terme, et de l'utiliser pleinement à ces tâches-là. Quand vous avez la chance d'avoir des milliards de données à la fois, c'est hors de notre portée à nous humains. C'est pour ça qu'on utilise des machines pour ça. Le big data, on parle vraiment de milliards de données. Si vous condensez des années et des années de conversation au 112 et que vous avez ce big data, l'IA va voir des choses qu'un humain ne soupçonnera pas. Bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast du futur. Aujourd'hui, gros sujet, l'intelligence artificielle. Sur un secteur bien spécifique, on a un invité exceptionnel. Denis Jonas qui est responsable d'une zone de secours, donc il reçoit de 800 pompiers, ambulanciers et tout ça, qui gère évidemment les incendies, les inondations. Et on va voir, tiens, l'IA chez lui, et qu'est-ce que ça a fait ? Est-ce que ça peut exister, un pompier et de l'IA ? Est-ce que c'est compatible ? Est-ce qu'un jour, quand vous appellerez le 112, c'est une IA qui vous répondra ? C'est toutes ces questions-là dont on va se saisir aujourd'hui. On a Daniel donc, comme invité. Il y a Manu Pala, le CEO d'Enessi, qui permet que cette émission existe et arrive jusqu'à vous. Et Dominique Madjian-Tordi, qui est un spécialiste IA bien connu et qui amènera son éclairage. Bonne émission. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour Dominique, bonjour Daniel. Bonjour. On vous remercie évidemment d'être là aujourd'hui. Manu et moi, Manu le CEO d'Enessi, on sera à la présentation aux questions. Dominique, Daniel, vous serez aux réponses de toutes les questions qu'on peut avoir sur l'IA, le futur et surtout quel est le case business qu'on peut avoir dans une zone de secours chez toi, Daniel. Et on va peut-être vous demander, c'est en fait de commencer par vous présenter. Est-ce que Dominique, tu peux commencer ? Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Dominique Madjian-Tordi, je suis l'heureux fondateur d'une société qui s'appelle AI5, qui est un intégrateur d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que nous sommes des connecteurs. On relie les outils d'IA générative, des outils d'IA extractive, avec les processus business de nos clients. Et ça peut partir dans tous les sens, de l'imagerie médicale à la sécurité des bâtiments, de la génération d'un appel d'offres à une stratégie d'entreprise autogénérée par IA. Trop bien. Daniel ? Donc moi je suis le commandant de la zone de secours Hainaut Centre et je suis toujours actuellement le chef de service de la centrale 112 Hainaut Brabant Wallon. Okay, merci. Bon, Manu, tout le monde te connaît, mais si tu peux quand même... Je suis donc l'heureux CEO d'un groupe qui s'appelle Enessi, qui compte aujourd'hui 1900 collaborateurs dans 4 pays, donc la Belgique, le Luxembourg, la France et le Canada. Et formidable aventure. Trop bien. Et aujourd'hui, donc, on va parler intelligence artificielle et business. Et les équipes d'Enessi ont déniché un client, ma foi, spécial, parce que les zones de secours, on s'imagine pas que vous êtes évidemment partout devant l'ordinateur, au téléphone, l'IA est aussi chez vous, évidemment. Le public vous voit peut-être parfois dans les inondations, à ce moment-là, il se rend pas compte qu'en fait, il y a tout ce travail préliminaire. Est-ce que tu peux nous raconter, chez toi, quel est le case IA que vous avez travaillé dernièrement ? Donc on avait décrit deux besoins. C'était premièrement un chatbot pour notre personnel, basé sur tous les textes réglementaires que l'on a. Alors pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on vit actuellement une prolifération de textes réglementaires et que ça devient très compliqué, je pense, pour notre personnel de se retrouver dans ce labyrinthe juridique. Et donc, on a des statuts fédéraux, des statuts zonaux, des statuts locaux qui coexistent dans le temps en fonction du statut de nos différents personnels. Et donc, l'idée était effectivement de créer ce chatbot sur notre propre réglementation qui aurait fonctionné comme on peut le connaître à l'heure actuelle avec les différents chatbots comme ChatGPT et les autres. Nous, on a une spécificité, c'est qu'on a migré toute notre... zone de secours sur M365, et donc on avait dans l'idée que l'ensemble de notre personnel a de toute façon
je vais dire, une connexion et une licence M365. Et donc, on imaginait profiter de cet environnement que pour construire un chatbot sur l'ensemble de nos textes réglementaires, et y compris jusqu'aux notes de service que l'on aurait pu déposer, je vais dire, sur NMM365, et de telle façon à ce que le personnel puisse l'interroger. Et évidemment, l'interroger en tapant sur un clavier, mais également l'interroger oralement, ça aurait été évidemment la cerise sur le gâteau. L'autre projet que l'on a, donc à l'heure actuelle, notre zone de secours, c'est 900 collaborateurs. On accomplit 13 000 interventions incendie, 28 000 interventions de l'aide médicale urgente et 3 000 rapports de prévention incendie. Donc, les rapports de prévention incendie, ce sont des mesures de sécurité incendie qui sont définies en fonction d'une réglementation qui peut également être au niveau fédéral, au niveau régional et au niveau local, voire même au niveau zonal, c'est-à-dire propre à une zone de secours. Et donc, on avait la chance également on a déjà une application qui nous aide à rédiger ces rapports, qui existe depuis un peu plus de 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on a 15 000 enregistrements de rapports d'intervention avec des prescriptions en matière de sécurité incendie. Et donc, on imaginait utiliser l'intelligence artificielle pour aider à la rédaction des rapports, améliorer la justification juridique des rapports et également faciliter la rédaction des rapports de prévention. Par exemple, pour qu'on s'imagine quelque chose de concret, sur le terrain, pourquoi pas avoir un téléphone, raconter la situation qui est vécue et que ce soit déjà préintégré un rapport. Donc ici, on n'est pas dans l'intervention, donc dans la mission opérationnelle, on est plutôt dans la prévention. D'accord. Donc ça veut dire donc, si on reconsidère une zone de secours, on a toujours tendance à nous voir en intervention. Oui. Les interventions ne représentent maintenant plus qu'une la moins grande partie de nos missions. Donc, on travaille sur le cycle de risque, c'est-à-dire qu'on analyse les risques, on prévient les risques, on se prépare à intervenir, on intervient et puis on fait l'évaluation de l'ensemble de ces missions. Et donc, à l'heure actuelle, typiquement, un incendie, les interventions pour des feux, ça représente 5% de notre activité. D'accord ? Par contre, la prévention, la préparation représente la majeure partie, je vais dire, font partie plutôt intégrante de nos missions principales à l'heure actuelle. Et donc ici, ce qu'on s'imaginait effectivement, c'est que le préventionniste qui se rend sur le terrain pour faire une visite de contrôle puisse utiliser son smartphone et déjà préparer oralement son prochain rapport de prévention pour l'aider à la rédaction. Éventuellement, déjà, on avait pu imaginer déjà avoir peut-être des questions à poser, je vais dire, live au moment de sa visite de prévention en fonction de l'information qu'il donne à l'application. C'était ça qu'on avait derrière la tête. Et également profiter de ces 15 000 enregistrements que pour faire du data mining d'une façon ou d'une autre sur ces enregistrements, peut-être arriver à développer toutes des phrases types et ainsi de suite qui auraient facilité la rédaction des rapports pour les techniciens en prévention. Trop bien. Et Manu, un client pas comme les autres, une zone de secours. Un partenaire pas comme les autres, je dirais même, une zone de secours. Clairement, c'est un magnifique business case et au final, l'IA aujourd'hui, ce n'est pas que ChatGPT, hein. C'est beaucoup d'autres choses. Le Graal, c'est d'aller chercher des IA business, des IA métiers qui vont contribuer au final à améliorer l'efficacité, à améliorer la productivité, la rentabilité des entreprises. On a un magnifique cas d'espèce ici. Et si je peux continuer, tout à l'heure, on a eu, avant l'enregistrement, une discussion d'anciens combattants, hein, où j'expliquais qu'il y a 30 ans, moi j'ai travaillé sur un projet de recherche en IA. À l'époque, c'était des systèmes experts. Et tu m'as expliqué, Daniel, qu'il y a 15 ans, toi aussi, tu avais déjà anticiper regarder tes besoins métiers et utiliser l'IA pour cela, avec les moyens de l'époque. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus ? J'ai trouvé ça fascinant. Donc ça, c'était au niveau des call centers 112. Donc les préposés qui travaillent essentiellement avec le téléphone, je vais dire oralement, ont des protocoles à appliquer. Ces protocoles sont devenus de plus en plus complexes et nombreux. Et donc l'idée était venue d'utiliser des systèmes experts de telle façon à pouvoir faciliter
faciliter et accélérer la détection du bon protocole que pouvoir envoyer les moyens humains et matériels les plus adaptés sur intervention. Et donc on avait déjà utilisé ça à l'époque. On avait eu un budget pour ce faire. On avait ensuite imaginé utiliser également la reconnaissance, le speech-to-text du préposé qui décroche l'appel, parce qu'on était persuadé qu'il y avait une somme d'informations qui pouvaient être utiles que pour pouvoir choisir avec une certaine fiabilité le bon protocole, ou même à la limite dire on est dans une telle situation de stress au niveau de l'appel que la certitude du protocole n'est pas élevée, par exemple. Ça aurait pu être aussi une indication qui pouvait être intéressante. Mais à l'époque, soyons clairs, je pense que la technologie n'était pas prête pour pouvoir la mettre de façon opérationnelle sur le terrain, que ce soit au niveau de la reconnaissance vocale, enfin du speech-to-text. Il fallait vraiment entraîner la machine avec la voix du préposé 112 de telle façon à ce qu'on ait une certaine fiabilité, et dès qu'il s'énervait un petit peu pour X raisons, parce que ce sont quand même des situations à fort stress, ben là le niveau de reconnaissance quand même diminuait fortement. Je pense que ça date de 2008. Maintenant, je pense que les technologies sont prêtes pour le faire, très clairement. Dominique, il est d'accord. Ah bah oui, elles le sont. C'est plutôt les entreprises ou les organisations qui sont en retard sur les technologies pour l'instant, et je ne parle même pas des juridictions qui sont encore plus en retard que les entreprises. Donc le chemin que tu suis, Daniel, est assez logique. Remarquable. Il est remarquable, et il suit une logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne IA sans entraînement de données. L'IA dont on parle principalement aujourd'hui, c'est une IA statistique qui doit, pour être bonne, recueillir un maximum de données. Donc l'extraction, c'est la clé. Et tu en parles dans ton discours à différents moments. Donc, pour pouvoir ensuite faire des analyses génératives et prédictives, donc une IA qui va pouvoir interpréter toutes ces données, les reformuler autrement pour que je découvre des choses, voire que je prédise des choses, ce qui est super important dans ton domaine, il faut faire de l'extraction propre. Et c'est le chemin que tu suis. Et donc les technologies d'extraction en multimodal, que ce soit de l'audio, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'OCR, que ce soit tout ça qui se mélange. Effectivement, en 2008, c'est une autre époque. Yeah. Mais là, aujourd'hui, c'est impressionnant. Impressionnant. Alors, les modèles sont en concurrence forte. Et donc, ce que je dis, une semaine n'est pas vrai la semaine suivante. Aujourd'hui, en multimodal, Google est clairement devant. C'était ChatGPT il y a encore quelques mois. Ça dépend encore pourquoi on en parle, puisque Amazon est très fort aussi. Mais en multimodal, Google, par exemple, ce qui est celui qu'on utilise le plus pour l'instant, vous promenez une caméra équipée de Google Gemini sur un chantier, vous avez une reconnaissance de ce qui se passe dans le monde environnant qui est très impressionnante, qui est d'un taux de fiabilité, qui n'est pas suffisant pour qu'on puisse prendre tout ce qui est écrit ou dit comme argent comptant, mais qui compense largement ce que l'humain ne voit pas, à quoi l'humain ne pense pas. Et pour rebondir sur le cas d'espèce ici, si vous associez à ça un protocole avec une méthode, en disant mon agent IA multimodal qui va voir le monde et me l'interpréter pour moi, il a en plus une chaîne de steps en 14 étapes, parce que c'est ma méthodologie appliquée dans une visite de chantier, dans une surveillance de protection. Alors là, on commence à avoir une IA qui est super intéressante, qui est un compagnon en fait, qui devient un agent compagnon. Et tu disais, tu vois, les réglementations sont parfois encore un peu en arrière, la technologie est là. Quand tu implémentes cette idée, voilà, on va améliorer une série de process, on va vous soulager le quotidien en mettant un peu d'IA. C'est quoi la première réception d'un public qui est peut-être d'abord fort sur le terrain, qui est peut-être pas toujours à l'aise avec l'ordinateur, ou qui sait pas son meilleur, je sais pas, voilà, comment... Il y a toujours une partie qui est enthousiaste, je vais dire les IT-minded sont tout à fait excités à l'idée d'utiliser ce genre d'application. Ouais. Et puis après, on va forcément avoir une catégorie qui est plus retors, qui va forcément s'interroger sur son propre emploi. Quelle est la volonté? C'est de nous éliminer, ou c'est d'améliorer notre quotidien? Je veux dire, je suis peut-être sans doute un peu naïf, mais l'objectif est quand même d'améliorer le quotidien et de se décharger d'une série de tâches qui sont peut-être redondantes, rébarbatives, et de consacrer, je vais dire, le temps cerveau de l'intelligence humaine que les intelligences artificielles n'arriveront pas demain, en tout cas, à moyen terme, et de l'utiliser pleinement à ces tâches-là. Et peut-être même, soyons encore plus naïfs, à une dimension humaine et du contact humain, du temps que l'on regagne
à ne plus faire des tâches rébarbatives. Manu, tu voulais... Oui, mais clairement, en fait, l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, sauf peut-être dans des endroits où l'humain est utilisé comme un robot. Elle est là pour augmenter l'humain. Et clairement, ici, ce que vous faites, c'est ça, c'est donner, je dirais, une efficacité plus grande à des équipes pour qu'elles aient plus de temps à faire d'autres choses plus, je dirais, plus rentables, plus intéressantes. Et c'est améliorer l'efficience globale. Mais donc, il faut arrêter d'avoir peur de l'IA, en fait. Je pense que dans chaque débat auquel je participe, on est avec des questions de crainte, etc. Il faut maintenant bosser, identifier les cas d'espèce, les cas business que l'on peut convertir et qui vont apporter une amélioration au quotidien. C'est ce que tu as fait. Et je trouve ça très courageux, en fait. Qui oserait, en venant, je pensais à ça, qui oserait désactiver son correcteur d'orthographe et de grammaire maintenant? Exact. Ouais. Je pense personne. Ouais. Tout le monde a bien compris quelle était la plus-value. Et Dominique, toi, quand il faut adopter comme ça dans des grands ensembles, c'est quoi tes conseils? On tourne beaucoup autour toujours du même concept. La phrase qu'on entend tout le temps, c'est que les entreprises ne seront pas remplacées par l'IA, elles seront remplacées par les entreprises qui utilisent correctement l'IA. Je pense que c'est valable pour plein de métiers. Donc les graphistes ne se feront pas remplacer par l'IA, ils seront remplacés par les graphistes qui ont la maîtrise de l'IA et c'est urgent pour eux. Donc il y a des métiers où c'est plus urgent que d'autres. On en parle souvent en interne. Je regarde Là, la réalisatrice. pour ceux qui ont vu la sortie de VO3 de Google, qui est l'outil qui fait des vidéos automatiques avec On du parle pas son. trop fort, il y a une équipe technique qui est là, Voilà. qui vient de le vivre. Mais donc, vous devez être rassuré par le fait que pour faire des bonnes vidéos, en fait, il faut vraiment, c'est un métier et c'est un focus. Alors, c'est les deux notions. C'est-à-dire que si vous commencez à découper les métiers en tâches, ce sont les tâches qui vont être remplacées par l'IA, pas forcément les métiers. C'est déjà un peu plus rassurant. Et si vous êtes avocat, vous avez peut-être votre métier est composé de, je sais pas moi, 142 tâches, dont certaines sont très IA compatibles et d'autres pas du tout. Et donc, vous devez vous concentrer sur celles qui le sont moins et vous allégez la vie, vous soulagez des tâches qui le sont plus, parce qu'en général, les tâches qui sont plus compatibles avec l'IA, c'est des tâches qu'on n'aime pas faire. Donc, ça tombe relativement bien. Mais il faut se mettre en place. Et il faut commencer maintenant, parce qu'effectivement, il y a quand même une compétition sur les métiers où ceux qui vont maîtriser l'IA vont prendre la place de ceux qui ne vont pas maîtriser l'IA. Ça, c'est implacable. C'est un peu l'histoire de la technologie, mais c'est vrai qu'avec l'IA, c'est un peu particulier, parce que l'IA s'attaque à des choses qu'on n'avait pas l'habitude de confier à une machine. Elle réfléchit, entre très gros guillemets, donc elle analyse beaucoup pour nous, elle extrapole pour nous, elle invente pour nous, elle coach, elle psychologise, enfin c'est des choses qui sont quand même assez nouvelles, et qui font aussi partie des métiers. Donc ça peut nous surprendre par la vitesse aussi à laquelle ça s'implémente. Yes. Ça va, c'est bon, ton métier est préservé pour encore, pour encore un an. Non, les comptables sont plus attaqués que On va faire maintenant un petit test maintenant. Daniel va être le professeur et vous allez devoir, comme expert, réagir dessus. Est-ce que Daniel, tu peux nous parler d'une intervention typique ou voilà une opération que vous menez en tant que zone de secours et après, je demanderai à Dominique et Manu de réagir. Tiens, comment eux mettraient de l'IA là-dedans? Qu'est-ce qu'ils feraient? Voilà, comment on pourrait infuser un peu d'IA là-dedans? Voilà. Alors, sur le terrain des opérations, encore une fois, je ne suis pas sûr, en tout cas pour l'instant, que l'IA pourrait nous aider. C'est le moment de savoir. Hein. C'est aujourd'hui que tu peux savoir. Tu nous dis une intervention et peut-être des nouvelles idées arrivent. Hein. Quoique, une fois, peut-être dans le conseil sur intervention, on a notamment des fonctions qui sont des conseillers en substances dangereuses, où là, on peut être face à des produits ou peut-être que effectivement l'intelligence artificielle, oui, pourrait peut-être soutenir plus rapidement les conseillers en substances dangereuses. Ça c'est une chose à laquelle je pense. Alors là où je me dis que sans doute que le data mining pourrait aider, c'est de façon prédictive pour toute une série d'interventions de très grande ampleur. Donc j'ai cité par exemple les tremblements de terre au Japon, où la population peut mettre sur son smartphone, en ayant téléchargé une application, comment elle a ressenti le tremblement de terre. Le souci que l'on a, c'est plutôt dans le prédictif. Et donc j'ai le sentiment qu'il y a suffisamment de données qui existent à l'heure actuelle, des données qui viennent de partout, peut-être même de l'ensemble de l'Europe, qui devrait nous permettre à un moment donné de prédire à quelques jours près ce qui pourrait se passer.
J'ai fait référence notamment à la pandémie du Covid-19 et je m'interroge effectivement si on n'aurait pas pu prédire quelques jours avant souvent ce qui allait se passer avec les vagues, de façon, ce que je vais dire, c'est non scientifique, c'est-à-dire avec des données, avec les données qui existent, qui je pense étaient à l'époque peut-être presque plus fiables que la détermination par la science de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on avait toujours un coup de retard par rapport à ce qui se passe. L'autre cas que j'envisageais où l'intelligence artificielle aurait peut-être pu prédire à quelques heures, quelques jours près, ou en tout cas nous donner l'ampleur de la situation, ce sont les inondations de Liège, où j'ai l'impression qu'on aurait pu, si on avait eu des outils de ce type-là, des outils de masse, où la population peut elle-même mettre de l'information, sans garantie d'identité, par exemple, là, je ne pense pas que c'est nécessaire, aurait pu prédire certaines choses. Et aujourd'hui, par exemple, comme ça, juste les gens qui regardent comprennent, il y a des inondations, évidemment. Comment les signaux arrivent chez vous? C'est quoi? C'est des coups de téléphone qui arrivent? C'est des coups de téléphone, effectivement, qui arrivent dans les centrales 112, qui sont à ce moment-là saturés de par le fait que il y a un très grand nombre d'appels. Donc, dans quelle mesure sommes-nous capables à ce moment-là, au niveau notamment de l'autorité administrative et des services de secours et de sécurité, de déterminer l'ampleur dans laquelle on se situe et que des photos, des vidéos mises sur les réseaux sociaux auraient peut-être pu, à un moment donné, nous dire là, ici, on n'est pas dans la même catégorie. Bah, dites-nous alors un peu comment l'IA peut traiter les données, dire ou mieux agir. Hyper précisément, rien que là-dessus, on parle d'un défi d'extraction. Donc, saturation d'appels au 112, ça veut dire qu'on rate des sources d'extraction. C'est-à-dire que parce qu'on attend que des humains appellent et répondent à des humains qui appellent, on a une source qui n'est pas fiable de collecte d'informations par rapport à ce qu'on pourrait faire en IA. Et la combinaison des deux est gagnante. Donc, on devrait avoir un système qui permet, dès qu'on est un peu saturé, de prendre tous les autres appels avec de l'IA, je pense, pour collecter les données. Et après, avoir des outils qui permettent de mettre en place une analyse de la situation plus complète et plus fine, les points où c'est le plus précis, où il faut intervenir en priorité. Et surtout, je pense aux inondations de Liège, parce que j'avais cette discussion, s'assurer que quand on le fait à chaque fois, on pense à long terme. L'extraction des données en situation d'urgence, c'est pour prévenir une autre urgence qui va arriver par après. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment le réflexe de faire de l'extraction de données en prévision de l'IA. Et on s'aperçoit quand on est face à son dataset, on appelle ça le dataset qui est derrière, on est souvent obligé de se dire, mes données ne sont pas bonnes, je dois les minimaliser, les transformer, etc. Ça prend du temps. Alors que si dès le départ, on a cette ambition-là, c'est beaucoup plus facile. Il y a plein de modèles prédictifs, à nouveau malheureusement aux États-Unis, et c'est souvent le commercial qui se sert en premier, donc c'est les entreprises qui se servent en premier, mais dans le domaine de l'assurance, vous avez des modèles de prévision d'inondation, etc., qui sont très pointus, qui combinent les modèles météorologiques et toutes les données des historiques des sinistres que les assurances ont collectés, etc., pour permettre aux courtiers, 3 jours ou 4 jours avant une inondation, d'évaluer à l'avance l'état des sinistres de ses clients. Donc c'est très mercantile, c'est pas orienté sur la c'est dommage d'ailleurs, hein. Mais c'est-à-dire c'est très pointu et c'est de l'IA partout, dans toute la chaîne, de l'extraction à l'extrapolation et la prévision des dégâts et des coûts des dégâts. Donc là, je commencerai par là en fait, sur le travail d'extraction. Et au niveau, je vais dire, des incendies et des feux de forêt spécifiquement, je pense que là aussi, il doit y avoir moyen, avec un historique depuis un certain temps, s'il n'y a pas plu depuis autant de temps, le vent, je pense qu'il y a moyen en tout cas de mieux se préparer, de savoir que potentiellement avec un certain niveau de fiabilité, ça va arriver dans 3 jours. C'est clair. Et c'est les 3 jours qu'il nous faut évidemment pour nous organiser de telle façon à pouvoir mieux réagir, être plus attentif, plus vigilant et mieux réagir à ce qui va arriver. Est-ce que vous êtes organisé parce que justement, vous disiez c'est 90% de votre travail de faire de la prévention et 5 ou 10% d'intervention. Dans ce travail de prévention, est-ce que vous avez une équipe de collecte de données ou en vue de l'IA? En vue de l'IA, non. Voilà, c'est ça le truc. On doit faire des statistiques, on fait des statistiques. Okay. Maintenant, sinon, il y a une collecte des données qui est faite. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y a, je vais dire, une analyse IA qui est derrière ça, non. Je pense pas. Non, en tout cas, pas dans mon organisation. Même si on est quand même recommandation même si on est déjà orienté vers ce type de technologie. Maintenant, pour les zones de secours et les pompiers,
c'est quand même un changement de paradigme de se dire que maintenant, il faut qu'on se prépare plus qu'on ne le faisait avant. Je veux dire, le métier de pompier, tout le monde s'imagine que c'est aller sur le terrain, éteindre un incendie, des incarcérés, des sauvetages de personnes. Encore une fois, ceci représente une très faible partie de notre activité réelle, de nos missions réelles, et maintenant devenu de notre responsabilité que de pouvoir analyser, prédire et prévenir et se préparer à ce qui pourrait arriver demain. Moi, je suis d'accord. Clairement. Oui, mais j'ai pas mieux que. Mais si que je peux juste Dominique, ajouter hein. un truc justement par rapport à ça, c'est que on sous-estime l'IA dans plusieurs domaines, mais on la sous-estime sur ses capacités prédictives qui nous échappent parfois un peu. Le big data, quand vous avez la chance d'avoir des milliards de données à la fois, c'est hors de notre portée à nous humains. C'est pour ça qu'on utilise des machines pour ça. Donc big data, on parle vraiment de milliards de données. Si vous condensez des années et des années de conversation en 112 et que vous avez ce big data, l'IA va voir des choses qu'un humain ne soupçonnera pas. Il y a un truc, quand j'étais étudiant en marketing, pardon, ça fait vieux con aussi, mais il y avait un truc en France qui s'appelait la pige, c'était l'analyse des habitudes des consommateurs français. Et on prenait toutes les marques et tous les biens qu'ils consommaient. Et alors, à l'époque, ça a dû changer, les propriétaires de Peugeot, ils se brossaient les dents avec du Tony Gencil. Et les propriétaires de Renault avec du Colgate. Je vois vraiment pas le rapport. Mais les data, il y avait une table de corrélation à plus de 85%. Donc, en tant que marketeur, c'est une arme fatale pour pouvoir proposer des choses. Dans la sécurité et la prévention, vous aurez exactement la même chose. Des choses que vous allez voir, vous dites, bon sang, mais il faudrait que je creuse parce que je comprends pas pourquoi, mais en tout cas, la table de corrélation est forte. Et ça passe toujours par l'extraction. On est hypnotisé, fasciné par ChatGPT qui fait du génératif super impressionnant. Mais il le fait parce qu'il a une base et un algorithme de travail de données qui est colossal. Et donc, si à l'échelle de chacune des organisations, vos besoins sont compris comme étant d'abord extractifs avant d'être génératifs, c'est ça qu'il faut mettre en place. Oui, ce qui me frappe dans le cas d'espèce ici, c'est qu'on pourrait faire du prédictif pour sauver des vies, alors qu'aujourd'hui, les cas d'espèce que nous traitons, les cas de business que nous traitons chez NSI, c'est du monde industriel quelque part. C'est de la maintenance prédictive, c'est comment, sur base de montagnes de données provenant de capteurs, on va pouvoir effectivement émettre des recommandations pour des entretiens d'un certain nombre d'équipements. On adorerait faire ce projet avec vous, hein, clairement. Parce qu'il y a ça, il y a quand on parlait des données, pour clore ce chapitre sur ces opérations-là, donc il y a les appels. Est-ce qu'on peut imaginer que les satellites d'Aerospace Lab, qui sont une autre belle boîte belge, qui sont dans le ciel, peuvent envoyer avant des images du ciel Enfin voilà, est-ce qu'il y a d'autres données que aujourd'hui c'est l'appel quoi, mais est-ce qu'il y a d'autres données qu'on pourrait utiliser? Prenez Waze. Waze, il y a beaucoup d'IA dans Waze et qui optimise les trajets à l'échelle d'une grande population, etc. Quand vous avez des mouvements de masse pour des inondations, des feux, je sais que sais-je, et des mouvements aussi d'intervention précise où l'équipe d'intervention doit arriver le plus rapidement possible à un endroit et de la manière la plus sécurisée possible. Ça fait plein de paramètres que vous mélangez. C'est typiquement du matériau brut pour l'IA qu'elle adore en fait. Donc on utilise, mais on est déjà, je pense, à un niveau opérationnel. On va quand même utiliser des sites internet où on va avoir des données par rapport à la météo et ainsi de suite. Mais je pense que il faudrait qu'on ait une prédiction à quelques jours à l'avance avec une augmentation de certitude. Et je pense que les technologies sont prêtes et que les informations sont là et que les datas sont là et parfois des datas auxquelles on ne s'attend pas. Je pense que tu switchais sur l'intervention live parce que si c'est le cas, là aussi on parle d'autre chose, on parle d'une IA qui est l'IA compagnon, l'autre. Qui serait sous forme de casque ou peu importe, ou des lunettes connectées, etc., qui serait en live en train de donner des informations utiles à une équipe d'intervention, une équipe de secours, etc. Là, il y a un vrai super enjeu aussi. Et aujourd'hui, les technos sont là. Si vous faites un test, rien que sur la traduction, c'est toujours le truc le plus facile, vous prenez les lunettes métal, les Ray-Ban qui sont sorties, enfin le dernier modèle, il y a un réducteur de bruit, vous avez quelqu'un qui vous parle en chinois, vous l'entendez en français. Et vous répondez en français, s'il a les mêmes lunettes, il vous entend en chinois. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'interventions où le paramètre langage est important pour bien se comprendre, mais rien que cet exemple-là montre qu'on peut avoir du live utile. Dans les call centers, c'est le cas évidemment. Oui. À l'heure actuelle, on a un système où c'est plutôt un chat qu'on utilise pour traduire. Ce qui est toujours interpellant, je pense, pour les métiers tels que le nôtre, c'est que parfois la technologie existe
dans leur monde privé, mais pas dans le monde professionnel. Mm. Et c'est toujours interpellant de se dire qu'on est toujours un cran, je vais dire, en retard par rapport à toute une série de technologies qu'ils vont utiliser sur leur propre GSM alors qu'ils ne l'ont pas, je vais dire, au niveau opérationnel. Donc ça, c'est toujours un peu difficile à vivre pour notre monde, je vais dire, des services de secours et de sécurité. Et j'ai une question pour Manu, parce que on ne sait peut-être pas, mais derrière ton micro, derrière ton poste CEO, pardon, il y a un côté artiste. Hein, aller sur Spotify, regardez ses posts le LinkedIn le week-end, aller sur Spotify, et un côté voilà de philosophe, de réflexion. L'IA, tu disais, ça pourrait sauver des vies. Ça devrait sauver des vies. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau philosophique un peu comme la question de voiture autonome. Le jour où la voiture autonome fait un accident avec un piéton, qui est responsable? Le jour où l'IA traite un call, le traite mal, un call de secours, comment est-ce qu'on... Il faut un cadre juridique, mais je pense que tout ça est en train d'être déployé. J'avoue que je ne suis pas juriste, mais je sais que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore des humanoïdes qui ramassent les poubelles dans l'espace public, alors que, de facto, ça pourrait se faire. Donc, quand on aura traité le cas où, effectivement, l'humanoïde va déplacer la poubelle à droite et va accrocher quelqu'un, quand on aura traité ça et que ce sera légiféré, je pense que on va les voir arriver. Donc, on n'est plus en train de se demander si ça va arriver, mais quand. Oui. Il y a toujours une crainte. Hein. Je me rappelle que je m'occupe de la centrale 112 depuis près de 30 ans. Quand le GSM est apparu, la première volonté, c'était d'interdire que les GSM puissent composer le numéro 112. Mais non. Oui, parce qu'on n'allait pas savoir où il se trouvait. Et donc, ça allait poser des problèmes. Donc, la première tendance, c'était celle-là. Qui, maintenant, aurait l'idée d'interdire d'appeler les secours à partir d'un GSM? À l'heure actuelle, au niveau législatif, tous les outils de monitoring ou d'alerte automatique doivent traverser d'abord une centrale spécialisée avant d'aboutir à la centrale 112. Donc typiquement, je pense que c'est Apple, des montres connectées et ainsi de suite, qui peuvent, à un moment donné, détecter un événement inhabituel dans le chef du propriétaire ou de celui qui porte la montre connectée ou son GSM, une chute, peut-être éventuellement des pulsations, une tension qui est inhabituelle, et générer cette information vers qui, évidemment, c'est toute la question, d'abord vers une centrale privée ou directement au niveau, d'un call center comme le 112. Ça, ce sont des questions qui se posent. Je sais que Apple avait configuré ses GSM pour le faire, et que maintenant, je pense qu'en Europe, on leur a dit non, vous arrêtez, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. La technologie existe, mais nous ne sommes pas prêts à pouvoir détecter ce type, en tout cas à gérer ce type d'événement. Oui. Comme toute avancée, il y a toujours on n'est pas toujours synchro, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. On va parler un peu du futur, évidemment, de demain. C'est quoi, Dominique, la grande vague qui arrive, qu'on ne voit pas, qui devrait déjà être là? Futur proche, futur à 5 ans, futur à 15 ans. Donc futur proche, là où on est vraiment tous occupés, c'est les agents IA. Ce qu'on appelle les agents IA, ce sont vraiment des chats GPT, mais qui agissent, c'est-à-dire qui font des choses. Par exemple, celui dont on parle beaucoup, c'est Manus. C'est un agent que vous configurez, vous discutez comme si vous étiez sur ChatGPT, mais il va faire des choses sur votre ordinateur, sur l'ordinateur des autres, etc. Il va par exemple vous créer un site web, où il va chaque lundi matin faire un benchmark de concurrence devant concurrent, où il va ouvrir votre fichier Excel et faire une macro. Et donc la combinaison de ça avec une automatisation, chacun va pouvoir, vraiment tout le monde, avec un peu de formation, avoir une équipe virtuelle au travail qui fait une partie des tâches qui peuvent être automatisées. Donc j'ai par exemple moi des agents qui font ma collecte des factures dans mon Gmail, retravail de mes factures, renommage de mes factures, identification de la facture s'il y a des problèmes, pas de problème, interprétation. S'il y a un problème parce que la facture est supérieure de 20% aux 5 précédentes, je reçois une alerte, et dans la boucle, la facture finit chez mon comptable. Donc ça, c'est un exemple d'agent, et cet exemple-là, vous pouvez en avoir 4000 comme ça.
Donc ça, c'est vraiment la tendance pour les 6, 12, 15 mois qui viennent. Et dans les grandes organisations, avec Copilot, qui est intégré à Microsoft, c'est le but, c'est de transformer ce Copilot qui pour l'instant est un chatbot en agent. Alors ensuite, on a des enjeux plus... oui, on va monter un peu en philo, quoi, parce qu'il y a vraiment une réorganisation plus massive des organisations, des entreprises ou autres, où le management a intérêt à être prêt, il a intérêt à être visionnaire pour pouvoir réorganiser tout ça. Les métiers vont changer, tâche par tâche, ce que je disais tout à l'heure, et donc ils vont beaucoup bouger dans les 5-6 ans qui viennent. Et puis à 20 ans, on discute super intelligence et AGI, et est-ce que l'IA va un jour avoir conscience d'elle-même? Auquel cas, je ne sais pas si ça arrivera, il y a 2 écoles, hein, mais la plupart des scientifiques sont maintenant plutôt en train de penser que 2100, peu importe. Mais en tout cas, c'est le jour où il y aura une intelligence qui a conscience d'elle-même, ça arrivera d'un coup, ça, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que le jour où une intelligence artificielle prend sa première décision autonome, à la nanoseconde suivante, elle a pris 50 milliards de décisions et c'est parti. Et donc, on est obligé de se préparer à ça, au cas où ça arriverait, pour savoir qu'est-ce qui se passe si une IA prend des décisions autonomes. Qu'est-ce que t'en penses, Manu? Je pense que dans l'immédiat, il est absolument nécessaire que dans toutes les entreprises du monde, on forme le personnel, en tout cas on éduque le personnel à l'utilisation des outils, je dirais, d'IA bureautique. Ça commence comme ça. C'est clairement loin d'être le cas dans le paysage des PME en Wallonie, Bruxelles, Luxembourg. On est encore à un très très faible niveau d'équipement. Donc je ne peux qu'encourager les chefs d'entreprise à au moins faire ça et puis aller chercher, comme je le disais tout à l'heure, le Graal, c'est-à-dire trouver 1, 2, 3 cas de business dans leurs organisations où l'IA va leur faire gagner quelque chose. Et c'est assez simple, hein, il suffit d'ingérer dans une IA un maximum de données, comme Dominique le disait tout à l'heure, mais liées à un contexte et à un problème particulier. Et alors, on peut avoir des résultats que, effectivement, l'être humain n'arrivera pas à détecter, mais qui pourront avoir un impact sur votre organisation. Donc ça, c'est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien avec nos clients, c'est identifier ces cas. Et Daniel nous en a mis un formidable sur la table. Et cordonnier mal chaussé ou pas, j'imagine que non évidemment, mais raconte-nous chez NSI, c'est quoi le dernier bousculement que l'IA a opéré Alors on l'utilise de plus en plus dans les activités de pre-sales, mais je ne vais pas aller dévoiler davantage, mais effectivement ça nous aide énormément puisque une entreprise comme la nôtre répond à des montagnes d'appels d'offres publics chaque année depuis 25 ans, 30 ans. On a donc des montagnes de matériel disponible, qui est original, qui a été écrit, et on est en train notamment d'ingérer tout ça dans une IA de manière à effectivement obtenir pour un certain nombre de questions qui sont récurrentes, eh bien, les réponses les plus appropriées, les plus percutantes que nous ayons fait dans le passé. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Si on veut en savoir plus, il faut postuler chez NSI, quoi. Voilà, c'est exactement. Le département C, c'est parti. Non, mais un autre exemple, c'est clairement au niveau du recrutement. Oui. C'est-à-dire que nous avons des recruteurs, ils sont très nombreux chez NSI. Je pense que sur la Belgique, on en a 12 ou 13. Et ils reçoivent évidemment des montagnes de CV. On a toute une série de postes qui sont constamment ouverts, mais les CV peuvent être rapprochés par une IA de manière, je dirais, assez élémentaire, rapprochés des postes qui sont ouverts, et au moins, je dirais, le recruteur qui va recevoir un CV saura déjà pour quel poste il pourrait être recommandé, ce CV. Ce n'est qu'un avis. Ce n'est pas l'IA qui décide, mais ça va déjà peut-être aiguiller et accélérer la réflexion. Voilà. Daniel, dans 5 ans, j'appelle le 112. Qui j'ai en face de moi? Un humain, l'IA? Oui, je pense qu'il y aura toujours un humain, mais en tout cas, il pourrait bénéficier d'outils qui lui permettent de prendre des décisions avec un plus grand taux de fiabilité et peut-être de rapidité, de telle façon à offrir un meilleur service. Et surtout, à mon avis, également la collecte des data, comme ça a été dit. On s'imaginait même à l'époque avoir carrément le diagnostic au service d'urgence mis en corrélation avec les données qui ont été collectées au niveau de la prise d'appel.
Et donc là, on est quand même toujours, de toute façon, il y aura toujours une crainte. Je pense, là, les défis vont être vis-à-vis du RGPD et ainsi de suite. Qui a les données, que fait-on avec les données, et ainsi de suite. Toutes ces questions-là sont également pertinentes et indispensables. Au niveau, nous, ça va être la prédiction de ce qui va se passer à quelques jours près au niveau de nos interventions. Typiquement, les guêpes, les frelons asiatiques, il faut savoir que d'une année à l'autre, ça peut passer de 1000 à 5000 interventions sur notre territoire. Ah oui. Et donc, ça a quand même un impact significatif. Des feux de broussailles, ça est la même chose. Donc, évidemment, on voit toujours un feu de forêt qui peut être d'une grande importance. À côté de ça, il y a quelques années, on a eu, pour ainsi dire, sur notre territoire, 500 000 personnes. Je pense qu'on était aux alentours, en moyenne, sur les 2 mois d'été, on était quand même à 5 interventions de feux de broussailles par jour, ce qui n'est pas évidemment négligeable en termes de gestion du personnel, la fatigue et ainsi de suite de notre personnel. Et enfin, tout ce qui est, je pense, contrôle en matière de sécurité, incendie. Comme je le disais dans le cas qui est le nôtre, c'est que le flux, il est le même pour beaucoup d'autres professions. Dès qu'on inspecte, qu'on contrôle en fonction d'une réglementation et qu'on constate des infractions, qu'on les justifie juridiquement et qu'après on établit un rapport qui a une force, je vais dire, de loi par rapport à l'élément qui a été contrôlé. Par la suite, on est obligé de revenir faire contrôler pour tous ces organismes d'inspection-là, s'assurer que ce qui a été, que les prescriptions étaient respectées ou pas. Ce processus-là, c'est le même pour plein de professions. Et donc là, je pense qu'il y a un modèle à aller chercher en termes de soutien juridique et de flux constant, je vais dire, par rapport à toutes ces professions, inspection, contrôle, par rapport à des prescriptions réglementaires. Trop bien. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup à vous, évidemment, d'être venu participer et témoigner de votre expertise et discuter de ce grand sujet. Moi, personnellement, je vais vous demander à chacun ce que vous aurez retenu de cet échange. Ce que je retiens, c'est qu'en effet, il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, que l'IA, ça peut aller très loin jusqu'à sauver des vies et que qu'on doit se lancer, qu'il faut y aller, quel que soit son business, du boulanger au pompier qui intervient. Manu. Je retiens qu'on doit travailler vers une IA qui, au niveau des pouvoirs publics, pourra sauver des vies en anticipant des menaces quelles qu'elles soient. Le cockpit formidable que l'on pourrait avoir au niveau d'un gouvernement, mais il ne demande qu'à être mis en place au final. Je suis tout à fait du même avis, et donc il faut trouver des gens ambitieux qui voient l'IA au-delà de ce qu'on en fait au quotidien, parce qu'effectivement, elle peut sauver des vies. Elle en sauve déjà, en médecine, c'est un apport majeur. Vous avez les mêmes algorithmes qui tournent derrière ChatGPT permettent aussi de générer des molécules 5 ans plus rapidement qu'un laboratoire dans certains cas. Mais pour ça, il faut que les personnes en charge de notre sécurité aient une vision de l'IA qui aille au-delà de la bureautique, ça c'est sûr. Et là, c'est sûr qu'on verra. Il y a aussi un marketing de l'IA qui est un peu bad dans certains cas. Quand on voit certains politiciens qui vont utiliser l'IA pour améliorer leur discours et pas réfléchir à ce que l'IA peut faire pour améliorer la vie des citoyens, c'est là que ça commence, quoi. C'est là que finalement, à quoi ça sert. Alors que vraiment, elle peut rendre beaucoup, beaucoup de services. Daniel, on te laisse conclure. Oui, par rapport au bad, j'ai lu un article sur l'intelligence artificielle avec un mouvement qui voudrait tout stopper. Tout stopper. Et donc ça, c'est entre tout stopper et allons-y. Il y a une grande marge, évidemment. Je pense que il y a toujours beaucoup de crainte, de peur. C'est plutôt ça qu'il faut qu'on arrive à vaincre et à prouver par parfois des petits projets où chaque utilisateur peut vraiment exploiter le bénéfice de l'IA, qu'on avancera avec évidemment toutes les barrières qu'il faut mettre autour d'un point de vue juridique à tout ce qui se passe.
Trop bien, mais merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. C'était une édition du podcast du futur sur l'IA. On essaie avec NSI de montrer des clés, que l'IA peut être centrale même dans les zones de secours. Là, on se l'imagine peut-être moins, qu'elle peut même sauver des vies. Et voilà, on va parler de cybersécurité dans les prochaines éditions. On va aller dans l'aérospatiale. Voilà, l'idée c'est d'aller chercher les tendances de demain, comment elles sont peuvent être utilisées aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, engager, proposer vos invités, votre expertise. C'est un podcast qui est toujours à l'écoute et en construction. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.